Bonjour chers tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Deep Conversation. Un réel plaisir pour moi de me retrouver devant vous afin de vous partager encore un parcours incroyable. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, Deep Conversation n'est plus seulement diffusé sur mes propres plateformes, mais nous serons aussi diffusés sur les plateformes de Mag News 24, qui est une chaîne panafricaine. Face à moi aujourd'hui, j'ai une dame. Mhm. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que déjà vous pouvez vous présenter de la meilleure des façons? Oui, je m'appelle Victoire Dunyama Ok, et je suis photojournaliste, mais j'aime aussi dire artiste visuel parce ok, que j'aime beaucoup l'art visuel et je m'engage aussi dans d'autres aspects de l'art visuel, ok, hors de la photo. ok. Oui. Euh, j'ai une question que je pose très souvent à l'ensemble de mes invités. Est-ce qu'on se vous voit ou on se tutoie? On peut se tutoyer. C'est plus... Oui, on Tu peut se préfères? tutoyer, oui. Ok. Alors, Victoire, tu es photographe, journaliste, c'est bien Mhm, ça? mhm. Et avec toi, nous allons parler de cette possibilité de vivre du journalisme au Congo. Oui. Parce que tu es journaliste et tu vis pleinement Oui. de ta passion. Mhm. Mais avant de parler de cette journaliste qui vit du journalisme, Oui. de son métier, comme pour dire qu'il n'y a pas de son métier, Mhm. est-ce que Victoire peut nous parler de cette victoire avant la journaliste? Ok, donc je suis née à Brazzaville et après, quand j'avais 6 ans, je suis partie en Afrique du Sud avec ma famille et c'est là où j'ai grandi. J'avais toujours un intérêt dans l'art visuel, Ok. donc que ce soit la peinture et la photo, ça même. Donc je savais déjà que je voulais me lancer Mm. dans un métier de photo. Oui, je savais ça parce que à l'âge de 14 ans, je ne sais pas c'est quelle classe au Congo, parce que c'est vraiment différent, Mm. les études en Afrique du Sud et au Congo. Mm. Mais les professeurs commencent à orienter les élèves envers leur carrière Mm. de choix. Parce Mm. que c'est vraiment l'âge où à bientôt tu vas finir le lycée et ensuite il faut aller à l'université pour étudier une filière Mm. qui a beaucoup à faire avec ton travail que tu vas choisir. Donc, oui, quand le professeur me demandait à l'école, je disais que je veux être photographe et c'était très choquant pour mes amis à Alors, l'école. Oui, ça c'est à l'école. oui. Ok. Ils étaient très choqués parce que tout le monde devait se lever et parler de leur choix de carrière. Et moi, j'ai dit, je voulais être photographe et tout le monde a crié. Et le professeur a dit, pourquoi? En fait, tout le monde était choqué et les gens ont dit, non, monsieur, elle ne doit pas faire la photo. Elle peut étudier quelque chose d'autre comme le tourisme, peut-être, parce que Mm. j'ai dit que j'aime voyager, Mm. mais pas aller à l'université pour étudier la photo ou bien multimédia ou quelque chose comme ça. Mm. Parce que après, le professeur leur a demandé, parce qu'il était ghanéen, ce Mm. professeur-là, ils ont dit non parce qu'elle va pas gagner, elle peut pas gagner de l'argent avec. Oui. Et à partir de là, est-ce que tu t'es laissé décourager par ces expériences ou tu es resté ferme et tu as continué à rêver? Non, j'ai continué à rêver. J'avais déjà Une ma ligne, ouais. vision Mm. et je connaissais déjà pas mal des femmes en Afrique qui étaient dans le domaine de ce métier. Mm. Et je pratiquais déjà, Mm. ouais, même avec mon téléphone. Et après, j'ai une petite caméra. Donc, pour moi, en fait, dans mes pensées, je me disais pas que, oh, être photographe, j'aurais pas des moyens ou quelque chose. Non, c'est pas quelque chose qui a traversé. Mais je dois admettre que les gens avaient plus peur même que moi-même, Ok, que je vais pas m'en sortir avec ce métier. ok. Les gens avaient peur, oui, pour moi. Et comment ça s'est passé, cette partie de ta scolarité en Afrique du Sud? Oui. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'Afrique du Sud, mais pas dans le bon sens, parce qu'il y a des actes de xénophobie Mhm. auxquels sont exposés nos frères africains. Mhm. Est-ce que c'est une réalité qui a toujours daté en Afrique du Sud ou bien c'est quelque chose de nouveau? Toi qui as passé, me semble, plus de 11 ans Mhm. en Afrique du Sud. Je pense, quand il s'agit de la xénophobie en Afrique du Sud, c'est toujours un truc qui a existé, même quand j'étais très jeune Ok. en Afrique du Sud, je me rappelle bien. Mais peut-être aujourd'hui, c'est pire qu'à cette époque-là. Mm. Et c'est un sujet un peu plus complexe que juste, oh, les Sud-Africains ne veulent pas les étrangers. Parce que d'un côté, je comprends aussi ce qu'ils disent, mais c'est juste, les Sud-Africains perdent la raison
par rapport à leur manière de gérer ce problème-là. OK. Ouais, parce que là, ils parlent de l'immigration qui n'est pas légale. Donc, quelqu'un qui vit en Afrique du Sud sans visa, sans passeport, mais il a un travail, il opère en commerce, il ne paye pas les taxes, des choses comme ça. Bon, dans chaque pays, ça ne manque pas. Est-ce que c'est à ce niveau que se situe la bataille ou bien... Ils disent que c'est à ce niveau, mais ça part au-delà de ça. Parce que moi, je connais des gens qui ont des documents qui font face à ces attaques de xénophobie. Mais ils ont leurs documents, ils ont leur commerce établi en Afrique du Sud. Déjà, tu ne peux pas louer un local sans visa, sans passeport en Afrique du Sud. J'ai vu sur le journal, il y a un monsieur qui était du Kenya, qui avait un local dans le mall, je ne sais pas en français. Oui. Oui, et ils sont venus casser la boutique du monsieur. Mais ce monsieur ne peut même pas louer cet espace sans avoir des documents, par exemple. Donc, sur quelle base on sait que ce monsieur est là-bas dans une façon qui n'est pas légale? On ne sait pas, on n'a pas... Mais toi qui as déjà vécu là-bas, c'est quoi le vrai problème? C'est quoi le réel souci? Pour moi, et je dirais, c'est pas tous les Sud-Africains, parce que si je dis comme ça, c'est comme si j'ai des amis qui ne sont pas comme ça. Donc, je veux pas dire que c'est toute la population, mais je pense que le problème en Afrique du Sud, c'est vraiment un problème, si je peux dire, de afrophobie. Donc, avoir un problème avec d'autres personnes d'une peau noire, c'est ce que je dirais. Parce que si on constate bien avec ces attaques xénophobiques, on ne verra pas des Blancs qui sont là-bas. Je sais qu'il y a pas mal des immigrés qui sont Blancs en Afrique du Sud. On ne leur a jamais vu être victimes de ces attaques-là. Mais qui dit que tous les Blancs qui sont là-bas sont légaux? Un Blanc peut être là-bas et avoir son visa qui est expiré. Donc, ce n'est pas garanti que parce que la personne est blanc ou bien il est métis, il est là-bas avec tous les dossiers. Je connais même quelqu'un qui est là-bas qui n'a pas de visa et cette personne n'est pas sud-africaine. Mais cette personne, spécifiquement... c'est un blanc ou un noir? Non, elle n'est pas blanc, mais elle est métisse. Et elle m'a dit, elle est consciente que c'est un privilège pour elle parce qu'on ne l'arrête jamais dans la rue pour demander son passeport. Parce que tout le monde se dit, ah, elle est juste métisse, peut-être qu'elle est sud-africaine ou bien elle est ici légalement. Mais une fois qu'ils verront quelqu'un qui a une peau noire, instantanément, oh, c'est un immigré, il n'est pas ici légalement. Donc, c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, cette bataille est orientée beaucoup plus les frères noirs. C'est quoi la peur des Sud-Africains? Est-ce que, contrairement en Europe où on dit qu'il y a le grand remplacement, mais eux, ils ont réellement peur de quoi? Est-ce un problème quelque part d'éducation? Est-ce un problème de formation? Ou réellement aussi les étrangers? Vraiment, tu nous donnes un regard, hein, parce que tu as vécu là-bas. Nous, on regarde l'histoire un peu de loin, on se pose, on se dit, bon, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils n'ont pas raison. Mais quelque part, je pense qu'on va un peu trop loin. Ils vont un peu trop loin dans la façon de faire. Oui, bien sûr. Et toi, tu as vécu, la dernière fois quand on préparait l'émission, tu m'expliquais que le mal est plus profond dans la mesure où les Sud-Africains n'aiment pas travailler, ils aiment boire. Et de l'autre côté, les Africains sont les étrangers africains, en fait. Est-ce que c'est... Aujourd'hui, si tous les Africains arrivaient à quitter l'Afrique du Sud, est-ce que la situation va se régler ou ça deviendra encore plus catastrophique? Ok, premièrement, je ne dirais pas tous les Sud-Africains aiment boire et pas travailler. Il y a des Sud-Africains que je connais qui travaillent. Entre parenthèses. Oui, qui travaillent très, très dur. Donc, je ne dirais pas que le problème, c'est que... Une minorité de ceux qui mènent ce combat. Voilà, exactement. Mais dans chaque pays qui est développé, ça attire en fait les étrangers. Donc, en Afrique du Sud, actuellement, pourquoi il y a toutes ces nations en Afrique qui décident de vivre là-bas, c'est bien sûr parce que par rapport à d'autres pays africains, aujourd'hui, l'Afrique du Sud est très avancée, même si on sait que c'est l'un des pays qui a reçu l'indépendance pas très longtemps, en fait. Peut-être il y a 30 ans de cela. Et on a des pays en Afrique qui ont reçu leur indépendance, ça fait 40, 50 ans. On ne voit pas trop la différence au niveau de, peut-être, les goudrons, ils n'en ont pas, l'infrastructure. Au niveau de plusieurs services, par exemple, le problème d'eau et du courant, dans plusieurs pays africains, c'est très, très commun de ne pas avoir l'eau, ne pas avoir le courant pour des semaines et des jours. Bon, des choses comme ça, déjà en Afrique du Sud, je ne sais pas qu'est-ce qui rend différent, mais ils ont mis en place des structures qui garantissent que leurs citoyens ont ces
besoins-là. OK. OK? Donc, il y a le courant, il y a l'eau. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais des coupures de courant, il y en a, mais juste pas au niveau peut-être de d'autres pays. OK. Et donc, aujourd'hui, ça commence à attirer beaucoup des citoyens de d'autres pays africains, là où c'est pas très développé. Et après, il y a pas mal d'immigration de d'autres pays africains qui rentrent en Afrique du Sud. Après, il y a des gens, bon, son passeport s'expire ou bien le visa, la personne décide de rester. OK. Au lieu de rentrer dans son pays d'origine, OK. comment je peux dire, arranger ses documents et Et revenir. revenir. Donc, il y a eu un problème de manque d'emploi parce que j'ai une amie qui est sud-africaine. Dans son propre pays, elle a fait l'université, mais jusqu'aujourd'hui, qu'on a fini le bac, elle n'a jamais pu avoir le travail OK. dans son propre pays. OK. Donc, vous comprenez, avec ce manque d'emploi, ce problème d'emploi en Afrique du Sud, la population se révolte parce qu'ils se disent, bon, je vois un Nigérien, il travaille ici autant que docteur, je vois une Congolaise travaille ici, elle est manager peut-être dans un restaurant ou une grande espace, mais je suis sud-africaine dans mon propre pays, j'ai les mêmes compétences, mais j'ai J'ai pas pas de la travail. possibilité de trouver l'emploi. OK. Donc, la population se révolte et ils disent, de toutes les façons, la majorité des étrangers qui sont ici n'ont pas leur dossier. OK. Ils n'ont pas le droit d'être ici, c'est pas légal. Et la majorité aussi commence les commerces. Bon, c'est pas légal de commencer parce que déjà, dans un pays comme l'Afrique du Sud, pour pouvoir travailler là-bas, c'est un peu comme au Kenya, parce que j'ai aussi travaillé au Kenya. Pour pouvoir travailler au Kenya, il faut avoir aujourd'hui, OK, un skill en français, je sais pas. Les skills, c'est des compétences, non? Oui, une compétence qui est très rare à trouver au Kenya, entre les citoyens kenyans, du Kenya Pour eux-mêmes. travailler au Kenya. Oui, oui, c'est comme ça. Donc, par exemple, je peux être scientiste qui travaille sur peut-être une recherche de vaccin rare qui va traiter le palu. Par exemple, ils ont besoin des gens comme ça. Dans chaque pays, je pense, c'est un peu comme ça. Donc, aujourd'hui, en Afrique du Sud, tu as un Nigérien qui quitte le Nigeria et il vient ouvrir un salon de coiffure. Donc, les Sud-Africains se demandent, est-ce que le salon de coiffure, il n'y a pas des Sud-Africains qui peuvent coiffer les cheveux? Vous voyez? Donc, ils savent, selon l'acte ou la loi numéro tel, c'est même pas permis de quitter le Nigeria et venir ouvrir un salon de coiffure. Parce que c'est pas considéré, Comme un métier. voilà, qui est rare. Parce Ok. qu'en Afrique du Sud, on a des gens qui peuvent coiffer, Ok. on a des femmes qui peuvent faire la couture. C'est ce qu'ils se disent. Donc, aujourd'hui, la majorité se révolte contre les immigrés. Et est-ce que ça a été des belles années pour toi? Oui, ça a été des années formidables. Honnêtement, par la grâce de Dieu, je n'ai pas été victime de ces choses. Ok. Donc, je ne voudrais pas mentir, ce n'est pas l'expérience de tous les étrangers en Afrique du Sud. Surtout si tu as tes documents et aussi tout dépend du quartier où tu vis. Ok. C'est ce qu'on n'explique pas au journal. Parce que quand les gens voient, peut-être ils se disent, ah, c'est partout. Bon, c'est pas toujours partout. Parce que tu verras, un quartier là où il y a des gens qui travaillent, c'est un quartier mélangé un peu de la population noire et blanc, ça sera très rare de voir des choses comme ça. Mais tu pars hors de la ville, peut-être dans la cité, les quartiers un peu reculés, oui, ça sera très typique de voir des... comment on peut dire grèves Ok. des Sud-Africains qui veulent que les étrangers puissent quitter leur pays. On va parler de journalisme. Donc, une fois que tu as ton bac, tu vas faire le choix d'aller faire la photographie, c'est bien ça? Oui, j'ai eu mon bac. J'ai fait Tourism Management. Ok. Donc, parce que comme j'ai dit, j'aime beaucoup voyager, j'aime la culture. Ok. J'ai beaucoup appris sur l'histoire de pas mal des pays en Afrique, mais aussi hors de l'Afrique. Et après, je suis rentrée au Congo. J'ai fait le stage, je peux dire la société? Oui, Ah, ok. J'ai fait le stage à MTN. Ok. C'est une société aussi sud-africaine à Brazzaville. J'ai fait mon stage là-bas et c'était formidable, mais je trouve que c'était pas mon appel parce que le travail que je faisais là-bas n'avait rien à voir avec ma vision. Autant qu'artiste, c'est quelqu'un qui veut créer. Et aussi, ce qui m'a poussé, m'a motivé plus de pouvoir faire la photo ici au Congo. Avant que je rentre, je faisais mes recherches sur Brazzaville, Pointe-Noire, juste le Congo en général. Les photos que je trouvais peut-être ne montraient pas trop la beauté du pays. Donc, je me suis dit, ah, bon, imagine si je pouvais, avec cette vision, créer une plateforme où je partage aussi
des choses rares du Congo, la culture, le voyage, des espaces comme ça, et pouvoir partager ça. Et mes amis sud-africains suivaient aussi et ils appréciaient beaucoup parce que la majorité ne viennent pas dans le pays comme le Congo. Donc, pour voir ça aussi, ils se disaient, waouh, c'est vraiment joli, j'aime ça. C'est vraiment différent, l'environnement, comparé à l'Afrique du Sud. Donc, c'était cette envie de vouloir contribuer aussi pour mon propre pays qui m'a poussée aussi dans cette carrière de photo. Ok. Eh oui. Donc, tu vas créer un blog, c'est ça, où tu vas partager les images. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce que tu vas te faire remarquer ou bien c'est toi qui vas aller vers ces institutions-là? Parce qu'il faut rappeler que tu as travaillé ou tu travailles toujours en collaboration avec énormément de médias, euh, Al Jazeera, New York Times, je ne sais pas, BBC, donc autant de médias de renom avec lesquels tu as collaboré. Est-ce que c'est toi qui vas écrire à ces médias ou tu vas te faire remarquer par la qualité de ton travail? Ok, j'ai commencé au Congo. Déjà, ici, l'art, c'est un peu vraiment pas trop valorisé comme dans d'autres pays. Ok. Peut-être si je peux dire. L'art de la photographie, c'est ça? Oui, Ok. si je peux dire, surtout ça dépend du type de photographe. Parce que quand je suis rentrée au Congo et je travaillais à MTN, je disais aux gens, je vais démissionner pour devenir photographe. Les gens se disaient, OK, ça va pas marcher au Congo, en fait. Ok. Et ouais, il y a des gens qui avaient pitié même pour moi quand j'ai démissionné du Parce que travail. pour eux, Ouais, c'était. comment tu peux faire un truc comme ça? Au Congo, ça va pas marcher. Les gens disaient, non, 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 pas ce type de carrière au Congo. Tu peux pas quitter ton travail. C'est très difficile d'avoir le travail ici. Et les gens, bon, c'était pas dans le mauvais sens, ils étaient inquiets pour moi. Parce que quand tu dis photographe, quel type de photographe? Il y a des différents types de photographes. Il y a aussi des photographes, il y a des photographes de mariage, il y a des photographes qui sont au grand marché, on les voit, qui font des photos passeport, par exemple. Il y a des photographes, et donc il y a tout type de photographes. Donc quand je disais la photo, les gens disent, OK, quoi, tu vas gagner 1 000 francs pour quoi, prendre 2, 3 photos des gens, en fait. Donc, les gens ne comprenaient pas, en fait, pourquoi vouloir quitter un travail là où tu as un salaire par mois pour faire la Pour photo. aller faire la Ouais, photo les et gens gagner ne les 1000 francs. comprenaient pas. Donc, comment j'ai commencé? Il y avait un photographe au Kenya que j'ai apprécié beaucoup. Son compte est très populaire sur Instagram. Et un jour, il avait écrit sur son statut, genre, demandez-moi des questions. Donc, j'ai envoyé un DM sur Instagram, là où j'ai demandé, en fait, comment je peux faire si je veux me lancer dans la photo en Afrique, en fait, autant qu'un photographe. Et il m'a donné le conseil de commencer tout d'abord un compte professionnel, là où tu partages pas tes photos personnelles, surtout au début. Ok. C'est important de partager ton travail prise avec une caméra professionnelle. Et au cours du temps, il y aura toujours des gens qui vont solliciter le service. Donc, j'ai commencé à MTN, ça même. J'avais acheté déjà la caméra et quand c'était l'heure de la pause, j'allais à Potoroto prendre pas mal de photos de l'environnement. J'aimais beaucoup Potoroto. Je trouvais trop différent. Ouais, voir les mamans qui ont les fruits sur la tête, c'était vraiment différent de ce que j'ai vu dans mon environnement en Afrique du Sud. Donc, je voulais partager ça et après, je partageais. 2 mois après, j'ai reçu un DM. Je ne peux pas dire le nom de cette personne, mais Pourquoi? Tu peux c'est dire, parce que hein? c'est un homme d'affaires. C'est quelqu'un Ok. qui est très reconnu au Congo. Je préfère, peut-être, bon, je ne sais pas, c'est pas mauvais, Ok. mais c'est la personne qui m'avait embauché. Ok. Il m'avait payé au moins 5 fois plus ce que je gagnais. Ok. Ah, MTN. Oui. Ok. Et la personne m'a écrit un DM du genre, waouh, j'aime ton travail. Et est-ce qu'on peut se rencontrer? Il a dit sa femme aimait beaucoup mon travail et elle avait une ONG. Parce que pour moi, la vision, c'était toujours le travail humanitaire. Donc, travailler pour des ONG, créer des documentaires. Donc, quand le monsieur a dit ça, j'avais vraiment hâte. Quand j'ai rencontré le monsieur, moi, je ne savais pas qui il était. Je ne connaissais pas cette personne. Je suis nouveau au Congo, vous vous rappelez, donc je viens à peine de me lancer ici, je ne connais pas. Mais quand j'ai expliqué à ma grande sœur et elle parlait à ses collègues, ils étaient un peu choqués. Parce qu'ils ont dit, oh mon Dieu, ce monsieur-là, c'est pas n'importe qui. Ça, c'est vraiment une grande personne au Congo qui a eu un intérêt sur mon travail et les amis de ma sœur savaient que ça devait changer ma vie. Ouais, ça c'était mon premier voyage en tant que photojournaliste. Et le premier voyage, c'était dans la République. J'ai quitté Brazzaville pour Pointe-Noire, pour cette mission-là. Ok. Et j'ai travaillé avec la femme du monsieur. Elle faisait beaucoup des dons. Elle avait une ONG qu'elle a maintenant fermée. Mais à l'époque, elle faisait tout ce qui est un peu dans les actes humanitaires Ok. et tout. Donc, c'était vraiment sympa et j'ai beaucoup aimé travailler avec eux. C'était une famille très polie et sympa, honnêtement.
Ok. Ouais. Et je remercie ce monsieur pour cette opportunité, mais il fallait que je me lance d'abord dans les projets personnels par rapport au sujet qui m'intéressait. Et après, le client a vu. Et après lui, parce qu'il m'a fait confiance et les gens voient que j'ai tagué quelqu'un qui est réel, Hmm. les gens voulaient maintenant m'embaucher. Parce que ça veut dire que À partir de Oui, la belle expérience, oui, à ok. partir de ce monsieur-là. Et comment les choses vont se développer? Donc, à partir de là, vous allez travailler, la collaboration va s'arrêter, Mhm. tu vas être contacté par d'autres clients, ainsi de suite. Jusque-là, au fait, les médias ne s'intéressent pas toujours à toi. Quel média? À savoir la BBC, New York Times, quand tu vas commencer à Ok. écrire les articles. Donc, quand j'ai commencé, bon, je ne sais pas si tu peux commencer tout d'un coup et que New York Times puisse t'embaucher parce que ça m'a pris 7 ans OK. pour arriver ici, pour que New York Times, Al Jazeera et tous ces médias puissent m'embaucher. Donc, OK. ça va un peu te prendre le temps de construire un portfolio que tous ces médias peuvent faire confiance et après, ils pourront t'embaucher. Euh, mais il y avait déjà des médias qui m'embauchaient et je voyageais beaucoup en RDC aussi, dans des différentes villes pour travailler là-bas, toujours dans le domaine du documentaire. Quelle a été pour toi la belle expérience, une expérience que tu as vécue Mhm. dans le cadre de ton travail? Tu as énormément voyagé Mhm. étant que photojournaliste, que ce soit Afrique du Sud, Kenya, RDC, Congo-Brazzaville. Est-ce que quelles sont les expériences qui t'ont vraiment marqué lorsque tu rencontres ces gens? Mhm. Pour moi, mes expériences, autant que photographe Oui. dans ces espaces-là, c'est l'impact de tous ces ONG qui m'embauchent dans la vie des bénéficiaires. OK. Parce que j'ai travaillé dans pas mal des places là où il y a la guerre, comme à Goma, par exemple. Voir là-bas le travail que Médecins sans frontières fait avec des victimes de violences sexuelles de la guerre. Mm. C'est des projets qui impactent énormément la vie des bénéficiaires. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas la réalité de vivre dans ce type d'endroit-là. Beaucoup de femmes sont victimes des crimes atroces. Et au Congo aussi, la majorité des ONG que je travaille pour, je vois l'impact positif que ces ONG ont dans la vie des jeunes femmes qui sont peut-être victimes toujours de tout ce qui Parfois est... de violence Voilà, voilà, conjugale, de violence sexuelle. toujours violence sexuelle. C'est des filles de 14 ans, 13 ans. Et pour moi, ce qui me touche beaucoup, c'est l'impact de ces projets-là dans la vie des bénéficiaires. Et même, j'ai travaillé avec l'ambassade de France, les financements que l'ambassade faisait pour des ONG ici. Je trouve ça touche beaucoup et ça change la vie de plusieurs Congolais ici. Parce que les gens qui bénéficient de ces projets sont des Congolais qui sont ici et ailleurs, bien sûr. Donc, c'est un peu ça. OK. Euh, bon, il y a toujours un sujet brûlant sur la table Mhm. ici. Bon, quand on dit table, pas cette table, mais de façon générale au Congo, Oui. on dit souvent qu'il est difficile de vivre du journalisme au Congo. Mhm. Est-ce que toi, tu partages la même avis? Est-ce que ceux qui le disent manquent de vision, de perspective, ou bien parce que toi, tu es congolaise, il faut le rappeler, même si tu as vécu à l'étranger, mais quand tu nous partages ton histoire, on sent que c'est ta curiosité, Mhm. ce désir-là de vouloir faire les choses différemment qui t'ont amené à être identifié et par la suite que des agences, des hommes d'affaires fassent appel à toi dans le cadre professionnel. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre du journalisme au Congo? Oui, à 100%, on peut vivre aujourd'hui. Largement. Oui, on peut vivre du journalisme seulement au Congo. Par contre, le constat que j'ai peut-être fait, je dirais, avec les journalistes, pas seulement les journalistes au Congo, par exemple, la personne part à Mariengouabi et étudie Mm, pour être journaliste. Tout le monde veut travailler à Télé Congo. C'est pas mauvais, mm. c'est bien parce que c'est une chaîne nationale et je comprends. Beaucoup des journalistes veulent l'expérience d'être à la télé et tout, mais ils sont un peu trop renfermés au niveau de leur vision en fait. Et moi, j'avais pas. Je peux travailler pour Télé Congo si je veux, mais je pars au-delà de ça. Je vais travailler pour Télé Congo et pourquoi pas d'autres Médias. médias aussi, même dans l'Afrique ou bien local. Donc, je dirais aux journalistes, peut-être s'ils veulent vivre du métier ici au Congo, même de la photo et même les artistes en fait, c'est mieux d'avoir premièrement une présence en ligne
c'est très important en 2026 d'avoir cette présence en ligne. Et deuxièmement, d'avoir une vision qui est un peu plus large et plus grande que seulement des médias locaux. Donc, ça sera ma recommandation pour des journalistes locaux qui veulent vraiment s'en sortir dans le métier et vivre de ce métier-là à 100%. Parce que je vis du métier à 100%. Et ça m'aide même dans d'autres projets. OK. Oui. Mais pourquoi aujourd'hui les journalistes ont très souvent deux métiers? C'est-à-dire qu'en plus d'être journaliste, il a à côté. Ça peut être un choix personnel. Comme pour moi, c'est un Et- choix personnel. Je ne dirais pas que si j'ai un autre projet hors de la photo, c'est parce que je ne peux pas vivre de la photo. Ça, je ne dirais pas. Ouais, parce que je peux vivre de la photo et je l'ai fait tous ces 7 ans. Même effectuer le voyage de Brazzaville pour venir m'installer à Pointe-Noire, c'est grâce à la photo, en fait, que je faisais. Et j'ai continué à voyager et travailler pour des différents clients. Est-ce que toi, tu as constaté des choses qui ne marchent pas dans le milieu des médias au Congo? Oui, Quelles sont ces choses? je ne sais pas si je vais dire. Mais vas-y, hein, c'est deep conversation. L'objectif, Ça c'est... doit être tout premièrement modernisé OK. au niveau de la qualité. Les médias au Congo ne sont pas assez Ouais. modernisés? Pas tout, mais la majorité, la plupart. Oui, je dirais comme ça. Et aussi, je ne sais pas si je peux dire ça. Vas-y. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'espace, de liberté pour des journalistes de pouvoir créer un travail qui n'est pas biased. OK, Je ne sais pas en français. censuré. Oui, je souhaite voir les journalistes, pas seulement au Congo, en Afrique, être libres de s'exprimer sur des sujets sans, euh, Être blacklisté. oui, ou bien recevoir des menaces, des choses comme ça, parce que je connais pas mal des gens, mais je préfère ne pas rentrer en détail, Qui ont reçu des qui sont restrictions. même en exil. OK. Oui, Des journalistes congolais? oui, oui. Ah bon? Mhm. Vous vous connaissez? Je connais une. Ah, et c'est une dame? Oui, c'est une dame. Oui. OK. Est-ce qu'elle avait fait bien son travail ou elle a poussé Elle est le... très professionnelle, elle est bien reconnue. Elle travaille même pour Al Jazeera, tel que je travaille avec eux. C'est même à travers Al Jazeera que j'ai rencontré cette dame. OK. Donc, elle était très professionnelle dans le travail, mais être journaliste, c'est un travail là où on doit donner l'opinion que ça plaît aux gens ou pas. On doit parler des faits, en fait. Mm. Et à la fin de la journée, c'est beaucoup plus difficile dans certains pays africains. J'indexe pas. Je n'ai pas précisé un pays spécifique, de pouvoir librement parler de certains sujets. Et je pense que ça peut rendre le travail très difficile. Quand on est journaliste, photographe, et en plus de ça, on est congolaise, Mhm. comment travaille-t-on avec le New York Times ou National Geographic ou Al Jazeera? Oui. Le niveau d'exigence se situe à quel niveau? Mhm. Est-ce que c'est vraiment... Il faut être méticuleuse, il faut être le plus pro possible. Comment tu arrives à travailler avec ces institutions? Après avoir travaillé pour très longtemps, après que tu développes ta compréhension du métier et ton portfolio, donc ton expérience professionnelle, ça attire généralement tous ces autres médias hors du Congo. Mm. Donc, si tu es consistant avec, tu auras toujours des médias qui sollicitent de travailler avec toi. Comment travailler avec eux? J'ai jamais postulé pour ces travails-là. Je ne sais pas si tu peux postuler pour National Geographic ou New York Times, je ne sais pas, je n'ai pas fait comme ça. Mais c'est des médias qui ciblent les Est-ce journalistes. qu'ils t'ont ciblé? Oui, OK. oui. Et j'ai signé le contrat avec eux et je deviens un correspondant. OK. Oui, pour travailler pour eux en RDC. Donc, c'est comme ça que c'est. Donc, le conseil que je donnerais à un journaliste qui veut peut-être aussi être aperçu par ces médias-là, d'avoir une présence en ligne, premièrement, et être persistant dans le métier. Parce qu'au début, tu n'auras pas nécessairement, tu ne seras pas nécessairement sollicité par toutes ces grandes entreprises parce qu'ils doivent voir ton travail Mm. au cours des années Mm. pour d'autres grandes structures pour qu'ils puissent te faire confiance. Mm. Ouais, c'est très compétitif parce qu'il y a pas mal de journalistes dans le monde entier de photos ou bien de rédaction qui peuvent faire le travail. Donc, New York Times peut payer un billet d'avion pour un journaliste aux États-Unis pour venir faire le travail. Mais s'ils te font confiance, c'est parce qu'ils ont vu le travail que tu fais pour d'autres médias qui sont aussi très reconnus. Mm. Et après, ils veulent travailler avec toi. Tu nous as partagé ta première collaboration professionnelle, Oui. entre autres avec ce monsieur
Tu n'as pas voulu me dire le Oui, nom. oui. Et quand, par exemple, à la Jazeera te contacte, New York Times te contacte Mm. ou National Geographic te contacte, ça a commencé comment? OK, parce que ça s'est passé dans ma carrière au bout de 5, 6 ans Ok. que j'ai commencé à avoir tous ces médias très, très grands solliciter mon travail. Parce que c'était un rêve de pouvoir travailler pour eux. Le mot que je... Attends. Ouais. Quand tu commences à pratiquer, est-ce que déjà personnellement tu rêvais de travailler Oui, en collaboration avec ces médias-là? Donc c'était exactement. quelque part la lune que tu visais, Mhm, ok? mhm. Et ça s'est fait. Oui. Comment ça s'est fait? Euh, je reçois un mail. Ok. Bonjour Victoire, je suis le directeur commercial au New York Times et j'ai vu ton travail et je voulais travailler avec toi si ça te plaît et tout. Souvent, ils vont expliquer le travail, donc la mission que tu vas effectuer ou dans quel pays. C'est aussi un choc pour moi, Mm. mais je suis très content quand je lis le mail parce que je voudrais contribuer à cette plateforme-là parce que je sais que c'est des grandes plateformes et je ne prends pas ça à la légère. C'est pas donné à tous les photojournalistes. Mm. Donc, surtout en Afrique, il faut travailler 10 fois plus dur Mm. qu'un journaliste qui est aux États-Unis qui peut facilement s'en sortir. Donc, Et donc, il te contacte il t'envoie un mail, on mhm, te demande de faire un travail, oui. et tu vas faire ce travail-là. Oh, oui, donc souvent ça peut être dans C'était quoi le travail pour euh, la je- première mission avec le New York le Times? New York Times. Je devais aller d'abord pendant 2 mois. Je devais d'abord Tout frais m'arrêter. payé. Oui, je devais d'abord m'arrêter à Kinshasa et travailler sur un article sur le Mpox, l'impact du Mpox en Ok, RDC à Pakadjuma. ok. Et après, de Kinshasa, je devais prendre un avion pour aller à... Mpox, c'est quoi? Mpox, c'est une maladie qui se transmet. Donc, ça affecte la peau et plusieurs choses, en fait. Ça peut affecter plusieurs. La maladie, en fait, parce que quand j'ai fait l'article pour le New York Times, c'était en 2000, je pense, 24. Ok. Oui, en 2024. Et voilà, je suis partie à Kinshasa pour cette mission-là. De Kinshasa, je suis partie à Goma. Même en RDC, c'est pas facile pour être journaliste en Afrique. Parce que les réalités que j'ai vécues durant cette mission-là, c'était très dangereux pour nous de Partage-nous. travailler. On n'était pas permis de filmer malgré qu'on nous a donné l'autorisation de reportage. Ok. Et c'est ce que j'ai pas compris. On était constamment poursuivis par le ministère de la Santé. Je vais pas mentir, hein. Donc, pour nous empêcher de travailler, nous empêcher de prendre des photos de la réalité qui se passe sur le terrain. Ok. Donc, c'est le genre de problème que je dis est un sérieux problème en Afrique pour les journalistes. C'est très difficile de faire le travail. On a payé pour cette autorisation et l'autorisation de reportage, c'est gratuit ici. Dans la République, en RDC, c'est pas gratuit. Ça Ok. coûte 1 000 $. Donc, imagine payer pour ça et tu expliques les sujets que vous allez couvrir, mais arriver sur place et dès qu'on vous voit, bon, c'est suspect, on vous bloque. Ils parlent en lingala, ils pensent que tu comprends pas. Parlent en swahili pour dire oui, ici, le journaliste demande, dit ça. Mais toi, tu es congolaise, tu parlais lingala, mais Oui, eux, ils ne savaient pas. oui. Ok. Donc, c'est vraiment gênant. Donc, j'ai couvert sur le Mpox à Kinshasa. Après, on est parti à Goma. Là, on est parti à Médecins sans frontières. Pas mal des ONG qui travaillaient là-bas sur le terrain. Le Mpox avait aussi affecté à Goma déjà. Mm. Le constat qu'ils ont fait à Goma, c'était beaucoup plus les enfants. Mais il y avait aussi les adultes, il y avait aussi des adolescents qui étaient affectés par la maladie. Donc, on sait déjà à Goma, il y a aussi le problème de Ebola. Mm. Oui, donc vous imaginez encore avec le Mpox plus la guerre. Donc, c'est une vraie crise. C'était une vraie crise là-bas. Et une image que je ne vais jamais oublier, c'était à Kinshasa. À l'hôpital, il y avait un monsieur qui était atteint du Mpox. Il était complètement nu et sa peau était couverte des boutons Mm. qui saignaient, en fait. C'était vraiment, vraiment grave. Ouais. Et tu vas faire le travail, tu vas rendre le travail au New York Times. Mhm. Et quelle va être l'appréciation de ceux qui t'ont recruté? Pardon? Quelle était l'appréciation de ceux qui t'ont recruté? Oui, Est-ce qu'ils étaient largement satisfaits? oui. La journaliste même qui a travaillé avec moi était là sur place. Elle est basée au Canada. Elle est correspondante pour New York Times, mais en Afrique, dans les pays qui ont la guerre. Donc, elle était là sur place. Oui, elle a apprécié. On a travaillé ensemble. Et après, ils ont publié ça. Voir juste mon nom à la première page du New York Times, c'était vraiment énorme. J'étais vraiment reconnaissant pour ça. Ça, tu as fêté ça. Oui, c'était vraiment énorme, oui. Étant que journaliste, est-ce que tu penses que nous, les Africains,
on est à même de raconter nos propres histoires ou le narratif sur l'Afrique est raconté par les autres? Est-ce que ce qu'on dit de l'Afrique et par rapport aux réalités que toi, étant journaliste, tu rencontres, est-ce que c'est conforme? Ou on n'est pas, on parle pas assez de nous-mêmes pour le moment? Mhm. Je pense que pour le moment, on ne parle pas assez de nous-mêmes. C'est à cause de ça, c'est très important aussi d'avoir beaucoup plus des Africains qui sont dans le domaine du média, Ok, qui peuvent montrer une autre vision de l'Afrique qu'on voit rarement dans les médias en Occident. ok. Donc, si je peux dire. Donc, je pense que pour le moment, il y a pas mal de bonnes choses aussi en Afrique qu'on ne voit pas nécessairement sur les médias. Donc, euh, Est-ce que toi, pendant tes missions, tu as été confronté à une réalité, tu as dit, mais tiens, ça mérite d'être mis en lumière, oui, bien mais sûr. malheureusement, Même ici, j'ai déjà vu ça, par exemple, un jeune qui, je ne sais pas s'il est scientiste ou quoi, mais il utilisait la plante pour pouvoir créer le courant. ok, Des histoires comme ça, tu ne verras pas ça dans le New York Times. Mais s'il y a la guerre ici, ils vont voler pour venir et dire, oui, il y a la guerre au Congo, tout et tout, c'est un pays, là où il y a la guerre, c'est un pays pauvre. Et bon, ce sont des réalités aussi. Donc, je dirais pas, il y a la guerre en RDC, oui, il y a la guerre à Goma entre le Rwanda et la RDC. Donc, ce sont des réalités qu'on doit parler et dire sur ces plateformes. C'est important mais que il n'y a le pas que monde... ces réalités. Oui, il n'y a pas que ces réalités. Il y a aussi des bonnes choses que souvent, la majorité du temps, le focus n'est pas sur ça. Ouais, c'est que du mal quand le sang coule, quand il y a des maladies infectieuses en Afrique. Tout d'un coup, ça doit être sur la première page. Mais tous ces jeunes qui innovent et ont une autre vision, rarement. Je ne dis pas qu'on ne les voit pas, mais c'est rare. Mm. Ouais. Et quel regard les médias internationaux ont-ils sur l'Afrique et le Congo? Toi qui a collaboré avec eux. Quel regard ils ont sur l'Afrique et le Congo? Mm. Euh, Parce que je ne peux pas parler comme ça parce que c'est comme si je dirais que ce qu'on publie n'est pas vrai. Mais c'est une réalité. Ok, Donc, tout sujet qu'on couvre, que ce soit Al Jazeera ou New York Times, ce sont des réalités qui se passent ici. ok, Donc, et des réalités que le monde entier mérite de savoir. ok. Donc, mais comme on vient à peine de dire, la majorité du temps, le focus est juste sur ces réalités négatives Ok, et rarement sur ce qui est positif et nouveau. ok. Donc, c'est ce que je dirais. C'est comme ça que je peux le mettre. Parce que dire que c'est quelle image que ces médias ont sur le Congo, ça sera comme si on est en train de dire que ce qu'ils publient, ce n'est pas des réalités, mais ce sont des réalités comme cette mission sur le Mpox que je vous ai dit en RDC. C'était très important parce que la RDC n'avait pas reçu le vaccin du Mpox. C'est un vaccin qui existe, vous voyez. Mais comment le monde entier saura qu'ils ont une crise là-bas si on ne part pas publier et parler de ce que les citoyens qui sont affectés par la maladie font face? Mm. Donc, c'était très important de parler de ça. Et pourquoi on avait choisi Pakajuma? Parce que c'est une communauté déjà là où la majorité des gens vivent dans la pauvreté extrême et il y avait un nombre très, très large de prostitution Mm. qui se passait. Et c'est une maladie aussi qui se transmet sexuellement, Ok. mais aussi par toucher la personne, des choses comme ça. Donc, voilà. Toi, étant que journaliste, photographe, est-ce que tu penses quelle est aujourd'hui, par exemple, une réalité qui peut mettre l'Afrique et le Congo davantage en lumière qu'on ne met pas, que nous, les journalistes, qu'on ne met pas assez, qu'on ne rend pas assez visible? Est-ce que tu es déjà arrivé quelque part où tu t'es dit, mais tiens, ou en venant au Congo, à Brazzaville, Pointe-Noire, tu dis, mais on ne parle pas assez de telle réalité. Ça peut vendre davantage le Congo, ou par exemple, on ne met pas assez en lumière telle réalité en Afrique. Ça peut vendre l'Afrique. OK, moi, je vais parler du Congo, spécifiquement la République, parce Ok. que je suis d'ici et j'ai aussi travaillé dans pas mal des départements ici. Un truc que je peux dire, que ce soit du Poul jusqu'à la Likwala, Mm. le Congo est très riche en ressources naturelles. Ok. Et rarement, je vois les médias mettre plus de lumière sur ça. Quand j'ai travaillé à Ignélé, là où il y a des peuples autochtones qui vivent là-bas, c'est vraiment différent des peuples autochtones qui sont vers Ouisso. Mm. Eux, ils vivent carrément dans la forêt. C'était une culture très jolie, que j'ai vue très rare.
Ça, on voit pas à la télé. Mm. Vous voyez ce genre de truc. Imaginez si on mettait plus de lumière sur une culture qui est en train même de se perdre là. Parce que aujourd'hui, les enfants autochtones, la majorité partent à l'école, ils sont modernisés, d'autres viennent en ville. Après, à un moment donné, il y aura plus personne pour pouvoir. Je parlais juste de ça avec une amie, je pense il y a juste 2 jours de cela. J'ai dit, waouh, quand j'ai travaillé dans cette place, j'ai vu des autochtones vraiment avec une culture très, très différente, qui était très jolie. Et c'est des autochtones d'ici, en fait. Mais par exemple, on parle pas assez Mm. des peuples autochtones au Congo. Mais tu pars au Kenya, par exemple, les peuples autochtones sont vraiment mis en avant. Je pense que tout le monde, C'est une fierté. tu as pas besoin d'aller au Kenya pour savoir la tribu du Maasai, par exemple. C'est une tribu qu'on parle beaucoup. Quand tu dis Kenya, on dit Maasai. Donc, Mais c'est des peuples. c'est les autochtones, C'est des oui. Et autochtones. rarement, je trouve qu'on parle des autochtones ici. Et les peuples autochtones ici au Congo ont pas mal des réalités un peu difficiles qu'ils font face, mais aussi ils ont une culture qui est très différente des Bantous, que je souhaite voir plus sur les médias. Et je parlais même de ça, pouvoir faire un petit documentaire avec un ami, juste personnel, pour pouvoir un peu montrer cet aspect de leur culture qui est, je trouve, très joli. Et même là où ils vivent, c'est notre nature. C'est Mais, nos on le ressources fait pas naturelles. par honte ou bien, je ne sais pas, peut-être que on se dit qu'est-ce qu'on gagne en vulgarisant la culture des autochtones. Oui, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu dis qu'au Kenya, par exemple, il oui, y a toute une stratégie bien nationale sûr. autour. Mhm. Devions-nous faire la même chose? Je trouve que quand on parle beaucoup de ces cultures-là, et par exemple les peuples autochtones ici au Congo, prenons l'exemple du Kenya, c'est important de mettre en avant toutes ces cultures parce que ça fait part du Congo. Et c'est des choses que les gens ne connaissent pas, des lieux que la majorité des gens n'iront jamais. Donc, c'est des choses qui peuvent aider aussi à développer quand il s'agit du domaine du tourisme. C'est ce que je pense au Congo parce que c'est la même chose quand on voit dans d'autres pays. Quand tu pars au Kenya, ces boucles d'oreilles, j'ai acheté là-bas, c'est les Maasai qui font ça. Hmm. Il y a beaucoup de choses que les autochtones font ici, ils travaillent avec l'argile et tout. On ne voit pas. Mais si on peut mettre ça en avant, peut-être les gens peuvent aussi apprécier et ça peut créer l'emploi pour euh, ces- pour cette, Pour ces peuples. oui, pour ces Ok. peuples-là. Et ça peut aussi attirer pas mal de gens qui peuvent visiter ces lieux. Et ça contribue au tourisme dans le pays. C'est ce que je pense. C'est un plaisir d'échanger avec toi Oui, parce que ça nous permet d'apprendre énormément sur, sur le métier de journalisme. oui. Et c'est pour dire aussi à ceux qui euh, doutent peut-être qu'il est possible au Congo de vivre du journalisme sans prendre position, parce que la majorité des journalistes que nous avons ici, très souvent, sont obligés de prêter des allégeances à telle ou telle personnalité influente euh, euh, pour pouvoir espérer vivre bien de son métier. Alors, est-ce qu'il y a-t-il une question que tu aurais aimé qu'on aborde, qu'on n'a pas abordée? Donc, je pense qu'on a quand même abordé pas mal de choses. J'ai partagé euh, pas mal de conseils pour d'autres journalistes même qui veulent aborder le même parcours que moi et ce que je souhaite voir les médias couvrir le plus, qui est Hmm. la culture et les ressources naturelles qu'on a ici. Donc, je sais pas, j'ai Mais pas... tu n'as pas un pied dans l'entrepreneuriat? Si, C'est toujours si, dans la photographie? non, c'est pas dans la photographie, c'est dans l'art. Ok. Et ça, c'est vraiment des projets nouveaux que je compte me lancer dedans parce que j'aime beaucoup l'art visuel, comme j'ai dit. Donc, c'est toujours le domaine dans lequel je choisis de travailler. Donc, ça, c'est les projets à venir, mais je dirais pour ne pas rater les lancements, ça sera peut-être mieux de suivre mes pages sur les réseaux sociaux. C'est quoi tes pages? Victoire Photographie sur Instagram. Ok. Ouais, aussi, si quelqu'un veut me contacter, peut-être sur mon adresse mail, Ok. parce que sur Instagram, je peux reprendre, mais prendre un peu du temps. Ok. Mais peut-être sur mon adresse mail personnelle. Ok. Je peux le dire? Oui, sans Ouais, problème. dunyamavictoire20@gmail.com. Ok. Ouais. Vous pouvez écrire à Dunyama et puis elle aura le temps de vous répondre. Vous Oui. allez pouvoir partager. Alors, on va vers la fin de l'émission. Mhm. J'ai très souvent des questions signature de Deep Conversation.
Mais avant tout, j'aimerais vous dire que Le pouvoir caché des relations, mon premier livre est disponible à Brazzaville au prix de 15 000 francs et en France au prix de 25 euros. Publié chez Soart Édition, la maison d'édition qui accompagne les auteurs africains. Un réel plaisir pour moi Ça sera plutôt un plaisir pour moi de vous savoir, de savoir que mon livre, Le pouvoir caché des relations, sera entre vos mains. Alors, Dunyama, euh, j'ai 10 questions. Mhm. Bon, disons plus. Oui, Ce sont des questions signature. oui. Alors, comment aimeriez-vous que l'on se souvienne de vous? Mhm. Waouh, c'est une question profonde, quoi. Mm. Hum, pour moi, j'aimerais contribuer quand même si je sais que dans le domaine peut-être de l'art et du média, c'est pas un domaine comme peut-être être politicien ou quelque chose comme ça. Mais j'aimerais avoir un impact positif dans mon pays. Ouais, j'aimerais pouvoir être peut-être cette personne qui peut pousser pour le changement de l'image de mon pays. Ouais. Quel héritage souhaiterais-tu laisser à ta famille, à ton pays et à cette génération? Oh mon Dieu, je sais pas comment reprendre. Quelle image? Quel héritage? Héritage, ok. Ça, je saurais pas comment reprendre. En fait, peut-être un peu comme la première réponse que Ok. j'ai donnée. Juste promouvoir mon pays d'une façon qui est très positive, changer l'image et la perception négative de mon pays et ma Ok. culture, oui. Quelle est la leçon la plus précieuse que la vie t'ait enseignée jusqu'ici? Ne faisais pas confiance aux gens. Ok, pourquoi? Oh mon Dieu, ça c'est carrément parler d'une autre, un autre sujet, quoi. Mais avec toute mon expérience et mon propre parcours de vie, euh, j'ai appris par expérience, comme on dit, que c'est mieux d'être discret et ne pas nécessairement se confier à tout le monde. Ok, Oui. ça promet des choses, hein? Oui. Quel conseil donnerais-tu à la jeunesse à un jeune Mhm. ou aux jeunes qui suivent cette émission? Mhm. Le conseil que j'aimerais donner aux jeunes, que ça soit ceux qui sont intéressés d'être dans le média ou pas, c'est de travailler dur et persister pour ce qu'ils veulent dans la vie. Mm. Donc, que tu sois quelqu'un qui est intéressé à la science ou à l'économie, ou bien tu veux être politicien, je dirais aux jeunes de ne pas regarder leurs circonstances tout autour d'eux, mais de pouvoir, quand ils ont une vision, persister malgré les obstacles, malgré les blocages, malgré le manque de soutien, Mm. parce que ce que les gens ne connaissent pas, j'ai pas... par exemple, il y a des gens qui me demandent, oh, tu as travaillé pour l'ambassade de France, tu connais qui là-bas? Je connais personne en fait. J'ai aussi postulé, il y a un offre Même au d'appel. New York Times Oui, aussi, tu j'ai connaissais personne. postulé. Donc, à la fin de la journée, je veux encourager les jeunes de se lancer, ne pas minimiser d'où ils viennent, leur niveau d'éducation ou bien les connaissances qu'ils ont ou pas, et que les gens sachent que je n'ai pas un niveau d'éducation très, très élevé. Mais j'avais une vision et je me suis lancée des gens et j'ai persisté. Ça m'a pris beaucoup des années de travail dur pour arriver à ce niveau-là. Et c'est ce que je recommande à d'autres jeunes. J'ai un niveau bac. Ouais. Et aujourd'hui, je peux le dire clairement parce que ça peut encourager une autre personne. Parce que j'ai déjà écouté les gens dire, oh, moi, j'ai pas fini les études ou bien j'ai pas ceci. Mais la vie, c'est un choix. Donc, tout ça, je trouve que c'est souvent des excuses parce que je n'ai pas toujours, même quand j'ai parlé de mon parcours et dire que j'avais acheté la caméra quand je travaillais à MTN, les gens ne savent pas combien je gagnais. Je faisais le stage. Mm. C'était pas des millions, c'était même pas la moitié d'un million. Mm. Donc, c'était pas facile pour moi de me lancer dedans. Mais j'ai eu la vision et je me suis battue pour Mm. être là où je suis aujourd'hui. Mm. Et j'encourage les jeunes de le faire. Mm. Ouais. Quel a été le moment qui a le plus changé ta vie? Le moment qui a Ouais. changé ma vie dans ma carrière. Mm. Ah. Oh mon Dieu, il y a pas mal de moments qui ont changé ma vie dans ma carrière. Peut-être je dirais ma contribution, aussi voir que j'étais maintenant sollicitée pour contribuer dans d'autres pays. Ok. C'est pas un truc que je m'attendais pas à ça en fait, Ok. parce que moi j'avais la vision de travailler local dans mon propre pays, mais après être sollicité même pour couvrir des sujets très très importants dans d'autres pays que je peux regarder.
quelques magazines à la maison, des journaux, là où mon travail a été publié, ça m'impacte beaucoup. Voir ça, que j'ai couvert ces histoires qui sont très importantes dans le monde entier, le Covid, Mpox, la guerre entre la RDC et le Rwanda et les peuples autochtones du Kenya. Donc, il y a pas mal de sujets qui ont vraiment impacté mon Et carrière. durant l'ensemble de ces missions-là, est-ce qu'il y a une épreuve qui t'a transformé? De cette émission. De- Y a-t-il une épreuve Mhm. au-delà de ces missions-là qui t'a vraiment marqué et transformé? Oui, plusieurs des missions Ok, m'ont appris à être reconnaissant pour ce que j'ai. ok. Ouais, parce qu'on ne se rend pas compte des difficultés que d'autres personnes font face. Mm. Et j'ai déjà rencontré des bénéficiaires des projets, même qui sont plus jeunes que moi, qui ont eu un parcours de vie très difficile. Et j'imagine même pas être à la place de cette personne. Et ce sont des histoires qui vont m'impacter à vie. Est-ce que tu as des anecdotes comme ça que tu peux me partager? Oui, comme j'ai travaillé pour ASI, Action de solidarité internationale, à Brazzaville et Pointe-Noire, on avait fait un expo plus tard avec ces images-là, mais je me rappelle une fille que j'ai rencontrée là-bas qui était de Pointe-Noire. Elle a grandi ici. Là, je parle pas de son nom, Mm. donc l'identité est complètement cachée, les gens Mm. ne peuvent pas savoir. Parce que ce que je vous partage jusqu'à aujourd'hui, sa propre mère ne sait pas Mm. que sa fille a vécu ça. La fille était victime de viol depuis un bas âge de la part de quelqu'un que la famille faisait très, très confiance à cette personne. Et jusqu'à aujourd'hui, la maman ne sait même pas, la fille était victime de cette réalité-là, Mm. avec cette personne qui peut même être considérée un oncle. Mm. Donc, c'est des réalités qui gênent beaucoup. Et dans cette expo-là, on a quand même parlé de ces choses. Donc, c'est des choses qui vont rester avec moi. C'est pas un travail facile dans le travail humanitaire parce qu'on fait face à ces réalités et on a quand même cette possibilité de pouvoir avoir un aperçu de la vie des gens qui sont impactés de ces problèmes-là. Ça a été un réel plaisir pour moi de Oui, discuter avec toi. merci. Et j'espère que cette émission Bien sûr. n'est pas la dernière et Mm-mm. qu'on aura le temps d'aborder d'autres sujets. Oui. Parce qu'il me semble que tu as beaucoup à nous Oh mon Dieu, partager. trop. Voilà. Énormément. On trouvera un autre thème. Aujourd'hui, on a parlé de toi, de ton parcours, Oui, du journalisme, oui. parce qu'il fallait un peu mettre en lumière cette réalité et dire que c'est possible d'être du Congo-Brazza Mhm. ou de la République du Congo, de vivre pleinement du journalisme. Une question. Mhm. Quel est le plus grand montant que tu as déjà gagné grâce au Oh mon journalisme? Dieu, non. Je peux pas. Je pense pas que c'est Pourquoi? approprié. Je sais pas. Là, je dirais hors des caméras, je peux pas. Ah bon, hein? Ouais. Je veux pas que ça paraisse comme orgueilleux ou quelque Non, chose. ça va pas paraître comme orgueil, mais plutôt ça va donner à ceux qui peut-être hésitent encore à se mettre sérieusement au travail, d'avoir une grande Oh mon Dieu. vision. C'était vraiment beaucoup. Je sais pas si je suis confortable de dire. Vas-y, je sais pas. Je sais pas quelle image ça donne de moi pour les gens. Bon, ne donne pas le montant, mais proche du montant. Et non, mais proche du montant sera carrément une vision claire de ce que c'est. Proche du montant. Non, mais ça peut t'acheter un terrain. Oui. C'est comme ça que je dirais, je ne veux plus rentrer en détail. Ok. Oui. Donc vous avez compris qu'il est possible, Oui. il est possible de vivre au Congo, de Mhm. travailler comme journaliste et d'avoir des contrats capables de t'acheter un terrain. Oui. Vous avez tout compris? Donc, mettez-vous sérieusement au travail, Oui. comme l'a dit Victoire Douniama, Mhm. journaliste photographe qui Mhm. travaille en collaboration avec beaucoup de médias. Mhm. Tout au long de l'émission, on a cité quelques médias. Donc, il y a El Jazeera, New York New York Times, Times, National Geographic. voilà, National Geographic. Mhm. Encore un autre média, peut-être qu'on a oublié. Rights and Resources. OK. Mm. Ah, il y a juste beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais. Donc, vous avez compris, c'est possible de vivre du journalisme au Congo. À très bientôt pour un autre numéro de Deep Conversation. On se retrouve euh, chaque dimanche pour un nouveau numéro. Et comme on a l'habitude de le dire dans Deep Conversation, Yebelardo, Yebelardo, toujours Nakadra Yebelardo. Merci à toi, Victor. Merci.